Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 21 février. L'agresseur présumé du maire de Grigny sera jugé aujourd'hui. Le Rhône est le département où le Covid-19 circule désormais le moins en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour autant, le nombre de décès reste important. Nous reviendrons sur le projet controversé de barrage à Francheville. Ce projet est-il définitivement enterré ? Réponse avec Jean-Charles Collas, le président du SAGIRC, le syndicat mixte en charge de l'aménagement de l'Iseron. Santévet s'apprête à lever 150 millions d'euros pour partir à la conquête du marché européen. Cette entreprise lyonnaise est le leader de l'assurance santé des animaux de compagnie. Dans cette édition, nous reviendrons également sur le mur des dons installé place de la République sur une palissade de chantier. Une initiative du collectif Superposition. Nous avons rencontré Orbiane Wolf, la cofondatrice de ce collectif. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, bien sûr, les principaux résultats de sport du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'agresseur présumé du maire de Grigny sera jugé ce lundi. Déféré au parquet de Lyon, l'individu a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution au tribunal. Il devra répondre de violences aggravées et violences avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique. Des faits commis jeudi dernier sur la place du marché de Grigny. Xavier Audeau, le maire de la commune, avait été violemment agressé. D'abord une gifle, puis le trentenaire avait brandi un couteau menaçant le maire, un conseiller municipal et 2 agents de la police municipale. Denis Djorkaeff, élu dessinois, quitte les Républicains. Denis, c'est le frère de l'ancien joueur de l'équipe de France de football, Youri Djorkaeff. Il quitte le parti à la suite de désaccords internes. Les Républicains ne lui ont pas accordé l'investiture en vue des prochaines élections législatives dans la 13e circonscription du Rhône. C'est le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, qui a été désigné. L'entre-soi lyonnais est passé par là, déclare l'intéressé dans les colonnes du Progrès. Denis Djorkaeff en profite pour annoncer son retour à la société civile, tout en conservant son mandat à la ville de Dessines où il est adjoint. Le Rhône est le département où le Covid-19 circule le moins en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un taux d'incidence repassé sous la barre des 1000 cas pour 100 000 habitants. Mais le taux de positivité reste élevé, 21,5% dans le département. La baisse des hospitalisations se poursuit, avec 908 patients hospitalisés pour Covid-19, dont 123 en réanimation. Le nombre de nouveaux patients reste important, avec 112 nouveaux patients encore admis mercredi et jeudi dernier. Le nombre de décès cumulés à l'hôpital et en EHPAD approche les 5000 victimes. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le projet controversé de barrage à Francheville est-il définitivement enterré ? Pas si sûr. Depuis les inondations monstrueuses de 2003, les élus de la vallée de l'Iseron cherchent des solutions pour éviter de telles catastrophes. Sous l'ère Collomb, un ensemble d'aménagements avait été décidé et entrepris pour limiter les risques. Mais parmi ces aménagements, il y avait la construction de barrages à Francheville et à Tassin. Après les élections municipales et métropolitaines de 2020, les écologistes aux manettes ont décidé de remettre à plat ces projets. Jean-Charles Collas, président du SAGIRC, syndicat mixte en charge de l'aménagement de l'Iseron. D'abord, il y a quand même beaucoup d'aménagements qui ont été déjà réalisés par nos prédécesseurs et qu'on termine là cette année et qui protègent les riverains en zone inondable autant que tous les autres riverains, au moins autant que tous les autres riverains des autres rivières et de toutes les crues qui sont arrivées ces 50 dernières années. Il y avait d'autres projets qui étaient prévus par nos prédécesseurs. La réglementation a évolué et aujourd'hui, le grand barrage qui était prévu sur le site de la Roussille à Francheville n'est plus possible. Environnementalement, il est plus acceptable par les services de l'État et la nouvelle réglementation. Donc on a décidé en décembre de l'abandonner et de se lancer dans une étude co-construite avec les riverains inondables, avec les associations de l'environnement et bien sûr tous les élus pour essayer de trouver ce qui était réaliste et réalisable à faire dans les années qui viennent. Ce qui freine, c'est de ne rien faire. Travailler à un projet qui est irréalisable, ça peut durer des décennies et rien n'est fait. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est mettre suffisamment de monde autour de la table pour avoir une très grande majorité qui soit d'accord pour qu'on puisse réaliser quelque chose rapidement. L'objectif, ce n'est pas de promettre des choses irréalisables, c'est de réaliser des choses pour l'intérêt général le plus rapidement possible. Un nouveau programme d'action de prévention des inondations va voir le jour. Le SAGIRC ambitionne de pouvoir engager les premiers travaux d'aménagement à partir de 2026 pour d'une part prévenir les crues et d'autre part y faire face. Jean-Charles Collas. On ne travaille pas à une seule solution. Alors il y a certaines solutions qui ressemblent un peu à la légende du colibri, c'est une goutte d'eau pour lutter contre les inondations.
mais plus on fera des milliers de gouttes d'eau, plus on y arrivera. On va faire de la rétention en amont à la parcelle, de la réinjection d'eau, plutôt que de l'évacuer rapidement à la rivière quand il pleut. On va essayer de la garder en amont et de la réinjecter en plus pour remplir la nappe phréatique. On va faire des zones d'expansion de crues là où c'est possible, parce qu'on a urbanisé autour de la rivière et du coup l'expansion de crues habituelle de la rivière n'est plus possible. Donc on va essayer de retrouver des espaces comme ça. Ça va pas faire le même effet qu'un barrage, mais ça va être des petits compléments qui petit à petit vont améliorer le niveau de protection des riverains. Et puis si on peut faire un ouvrage écrêteur de crues, que ce soit à Francheville, à Tassin ou dans d'autres endroits, on fera aussi des ouvrages écrêteurs de crues. On ne protégera pas contre tous les risques, puisqu'il y aura toujours un risque à un moment ou un autre ça déborde parce qu'on aura un événement catastrophique. On a vu ces derniers temps des choses dans certaines régions, ça peut très bien nous arriver. Donc il faut aussi qu'on travaille à des protections individuelles des personnes, en plus des aménagements qu'on fait, à une culture du risque, que les gens sachent qu'ils ne doivent pas aménager leur sous-sol, qu'ils doivent faire attention quand il y a un risque de crue et pas prendre de risques pour eux, et quand nous on s'organise avec les communes à organiser la prévention et l'organisation des secours en cas de débordement. Le risque, quand on habite en zone inondable, il existe toujours. Si le projet historique qui devait conduire à l'abattage de 3000 arbres n'est plus d'actualité, la perspective d'un barrage n'est pas à exclure, mais il serait sans doute moins impactant sur le plan de l'environnement et devrait s'accompagner de compensations carbone. Reste bien sûr à trouver les terrains pour une telle plantation. Le campus de la Doua à Villeurbanne devrait bientôt accueillir le plus grand data center universitaire d'Europe. Ce centre de données doit concentrer tous les serveurs informatiques de l'université Lyon 1. Livraison du premier bâtiment en 2023, 150 baies informatiques sur 2 niveaux, ainsi que les services supports. Une extension est prévue sur 2 niveaux. Elle viendra donc doubler la capacité de l'ensemble. Au final, ce sont 1000 m² d'installation qui devraient être disponibles sur le campus villeurbanais. Santévet lève 150 millions d'euros pour partir à la conquête du marché européen. L'entreprise lyonnaise emploie environ 350 personnes. Santévet, c'est le leader de l'assurance santé des animaux de compagnie en France, mais aussi en Belgique et en Espagne. La marque s'est lancée sur le marché allemand en octobre 2020 et souhaite poursuivre son développement à l'international, notamment en Europe. Les marchés italiens, portugais, autrichiens et néerlandais sont particulièrement visés. Santévet souhaite profiter de cette levée de fonds pour investir dans sa plateforme digitale et créer 500 nouveaux emplois d'ici 5 ans. Jérôme Salor, qui a fondé Santévet en 2003, laisse sa place de président à son frère Hugues Salor. Jérôme devient président du directoire du groupe. Lyon demain, média agitateur d'idées. Quand le monde de la culture se met au service des plus démunis, le mur de dons Place de la République est une initiative du collectif Superposition. Ce dernier s'est associé à Sigouet Vintage, la friperie itinérante engagée. L'opération Social Manteau vise à mettre à disposition des vêtements chauds, manteaux, pulls, gants et autres bonnets aux personnes dans le besoin. Mais il s'agit aussi d'inciter, bien sûr, celles et ceux qui en ont la possibilité de faire preuve d'humanisme et de solidarité en allant accrocher des vêtements. Orbiane Wolf, cofondatrice du collectif Superposition. On est parti d'une idée qui existait déjà, donc l'idée des murs de la gentillesse en Suède notamment, et on s'est dit que c'était une excellente idée, tout simplement. On constatait une vague de froid vraiment sans précédent à Lyon, et on a regardé un petit peu autour de nous et on s'est dit qu'on unissait une association qui œuvre dans l'espace public, donc Superposition, et une association spécialisée pour la promotion de la seconde main, Sigouet Vintage. Et là, en fait, c'était une évidence. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose à notre petite mesure. On n'est pas spécialiste du social, mais voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire une action un petit peu pour remettre du baume au cœur et aider ceux qui en avaient besoin et encourager ceux qui le souhaitaient à participer. C'est là où est né Social Manteau. Donc là, en fait, on a sollicité notre réseau pour qu'il commence à abonder en termes de vêtements chauds. Donc on prenait des manteaux, des pulls, des accessoires aussi, bonnets, gants, etc. On a aussi identifié un mur. Il fallait qu'il soit quand même visible en centre-ville, accessible à pied facilement. Donc en fait, on s'est orienté vers une palissade de chantier rue de la République. Pourquoi ? Parce que la rue de la République est une zone passante, elle est piétonne. Le mur était visible pour les personnes qui avaient besoin de venir s'approvisionner sur ce mur-là, et aussi extrêmement visible pour les personnes qui pouvaient venir déposer leurs dons directement sur le mur. Il fallait qu'on soit vraiment rapide, puisque l'idée étant pas de faire ce mur quand les beaux jours arrivent. Il y avait une situation de fraîcheur extrême. Il fallait pouvoir fournir des vêtements à ces personnes-là, ou au moins essayer de le faire. Et donc voilà, et c'est un mur qu'on a monté en
40 minutes, voilà, un soir à 22h. Le mur se présente comme vous l'avez dit, une sorte de palissade. Elle est décorée en fait avec du street art. Comment vous avez trouvé le motif pour l'associer avec les manteaux pour que les gens en fait soient interpellés par la chose? C'est vrai qu'on allait surveiller un petit peu cette palissade régulièrement les 2 dernières semaines parce qu'il y avait quand même des interventions artistiques qui avaient déjà eu lieu, notamment des œuvres de Quacandize, qui est un artiste qu'on admire beaucoup, que vous retrouverez avec ses dragons. Et on a essayé simplement de composer avec ce qui était déjà sur place parce que au début la palissade c'était assez vierge. On connaît un petit peu les règles de la rue et on voulait pas abîmer ça. Donc on a décidé de venir un petit peu aux alentours de ces œuvres et d'utiliser l'affichage, on va dire le collage, pour signaler l'objectif du mur. Donc c'est très simple, c'est des techniques qu'on maîtrise. Et on a repeint aussi un petit peu à des endroits pour uniformiser le mur. Alors on a essayé de composer vraiment avec l'existant. C'est une opération éphémère, le but étant vraiment de laisser la place aussi aux œuvres. Une fois le mur en place, comment vous avez fait pour informer les gens en fait qui sont dans le besoin et pour dire que voilà, y a un mur qui existe, vous pouvez vous servir là-bas, et aussi aux personnes, si vous avez des vêtements dont vous avez plus besoin, vous pouvez les mettre à la disposition d'autres personnes. Alors on avait déjà commencé un petit peu en amont par la récolte de dons à mobiliser notre réseau, donc les personnes savaient qu'on préparait quelque chose et se sont mobilisées en amont. Ensuite on a envoyé un communiqué de presse en fait aux médias le matin même, le mardi matin assez tôt, pour qu'ils puissent relayer l'information à la fois dans la presse écrite gratuite, sur des webzines, enfin voilà, tout type de médias. Donc ça a été extrêmement bien relayé, et aussi on a beaucoup compté sur le bouche à oreille pour prévenir les gens qui sont dans le besoin. Après, de manière organique, quand on passe devant ce mur, on comprend qu'on peut se servir. Donc dès le soir même, en fait, des personnes sont venues, on a surveillé un petit peu, dès le soir même, des personnes ont commencé à venir se servir, à regarder, à être curieux. Donc on était sur place, on a pu les orienter, leur dire écoutez, oui, servez-vous, enfin c'est gratuit quoi, en fait c'est un mur de la gentillesse. Et après on a envoyé aussi nos équipes regarder un petit peu les réactions devant le mur et faire de la médiation aussi devant le mur, dire voilà, si vous connaissez d'autres personnes, n'hésitez pas à leur faire passer le mot. Ce mur met à disposition des vêtements. Voilà, et le but du jeu c'est que ce soit organique pour les dons, puisque tout à chacun est invité à venir alimenter ce don de manière régulière, et c'est quelque chose qui a bien fonctionné, puisque c'est vrai nous on avait déjà prévu un stock pour réalimenter chaque semaine, enfin dès que possible, ce mur, mais dès le lendemain matin on a constaté qu'il y avait des nouveaux ajouts de manteaux, et ça c'était beau. Est-ce que vous avez un peu des retours des gens qui sont passés vers le mur et qui se demandaient qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, on a fait des micro-trottoirs aussi pour voir un petit peu la réaction des gens. Les personnes trouvent le concept simple, efficace, et en général sont ultra favorables, dans le sens où ils nous disent tiens, moi je sais que j'ai telle ou telle écharpe, tel ou tel manteau, la prochaine fois que je repasse je vais le déposer, etc. On a constaté aussi ça répondait également à un besoin, parce que le stock de manteaux diminuait assez rapidement. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui venaient se servir de manière régulière, confidentielle, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose à reproduire, et en fait on encourage vivement les autres structures, les autres assos à reproduire ce schéma-là. Dans ce sens-là, on a déjà eu des appels de Vienne, de Nice, de personnes qui voulaient reproduire ce genre de mur. Donc l'idée c'était simplement d'encourager à faire ce genre de choses. J'ai même communiqué le budget de l'opération. On a acheté des vis, on avait déjà des visseuses, un peu de peinture, les affiches à coller, voilà, c'est un budget autour de 100 €. Après on compte sur les dons des uns et des autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, une anecdote à nous raconter? Les policiers Non, c'était drôle parce que les policiers sont passés par là et se sont demandé ce qu'on faisait. On a fait ça de manière assez spontanée, donc on n'avait pas le temps de demander une autorisation à la mairie. Mais voilà, ils nous ont simplement demandé ce qu'on faisait. Effectivement, on faisait un petit peu de bruit avec les perceuses. On s'était arrangé pour y aller. On avait 6 perceuses, donc on a percé pendant 20 minutes grand max. Et on a fait attention quand même à préserver un petit peu les riverains. Mais voilà, c'était drôle parce qu'ils nous ont demandé ce qu'on faisait. Ils nous ont dit ok, c'est très cool, continuez quoi. Je crois que les deux équipes se sont mobilisées facilement autour de ce projet-là. C'est quelque chose qui fait du sens. Je le répète et je le martèle, c'est des choses qui sont extrêmement faciles à reproduire dans vos quartiers, dans vos arrondissements. Le grand public s'est extrêmement bien mobilisé pour les dons, donc je les remercie. C'est une petite goutte d'eau parmi une multitude d'actions sociales qui sont déjà menées de front. Je pense notamment au travail exceptionnel du FNDSA, le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, d'Emmaüs, etc. Voilà, mais si ça peut mettre un petit peu du baume au cœur pendant cette période hivernale, n'hésitez pas, allez-y. Faites des dons, montez des murs, de la gentillesse, développez des projets qui aient du sens. C'est important, je pense, pour l'humanité tout entière. Orbiane Wolf, cofondatrice du collectif Superposition, au micro de Sarah Boana. Le mur des dons, installé cet hiver à Lyon, pourrait faire des émules dans d'autres villes ou d'autres quartiers de Lyon. Un geste simple pour une société plus solidaire. Lyon demain,
la radio sans pub. Les sports à présent en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais ont partagé les points à Lens ce week-end. Match nul face à un concurrent direct, un partout. L'OL est 8e, les 100 et or 10e. En sélection avec son équipe nationale du Chili, la gardienne de l'OL, Christiane Hendler, elle s'est sérieusement blessée au genou droit, une déchirure du ménisque. Elle devra subir une opération et sera indisponible plusieurs mois. En rugby, en top 14, le Loup battu sur le fil à Castres. Solide et solidaire en défense, le Loup a tenu la dragée haute à Castres, mais son indiscipline lui a coûté le match. Des Lyonnais battus à Castres 19-17. Et puis en basket, c'était le derby ce week-end. Invaincu depuis 7 matchs en championnat de France avant sa visite dans la Bresse dimanche après-midi. L'Asvel a battu la Gielbourg sur le fil 62-68. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.